Que serait notre conscience sans inconscient ? La psychanalyse est-elle la seule forme de thérapie ? Que veut-on dire quand on parle de pulsion ? Dans quel cas parlons-nous de transfert ? Branchez vos synapses et entrez dans l'interface pour apprendre à penser psycho. Une émission proposée par Mostafa, Lucie et Alexandra, étudiants en psychologie clinique. Bonjour et bienvenue dans le podcast Pensée Psycho. Je suis Mostafa Mala, étudiant en psychologie fraîchement diplômé de psychologie clinique et psychopathologie, licence 3. Et aujourd'hui, j'ai une personne spéciale à vous présenter, notre troisième animatrice de Pensée Psycho. Malheureusement, Lucie n'est pas là, mais je suis là avec Alexandra Hornecker, la troisième collègue dont on vous parlait depuis un moment. Je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alexandra Hornecker. J'ai actuellement 20 ans et tout comme Mostafa, je suis étudiante en licence 3e année et j'ai été également diplômée de la licence de psychologie avec mention. Donc, pour nous, c'est enfin une première épreuve de fête. Donc, pour me présenter un petit peu, donc avant d'être étudiante en psychologie, je suis avant tout musicienne et artiste, entre guillemets, parce que je fais du piano depuis que j'ai 8 ans et j'ai commencé la musique à 5 ans en fait. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de cette passion qu'est la musique, notamment justement avec la psychologie, pour parler de la musicothérapie, qui est en fait une médiation artistique. Alors vous l'avez compris, le sujet c'est la musicothérapie. On va entamer sur les quelques concepts principaux qu'il faut maîtriser pour comprendre cette sous-discipline, je dirais, thérapeutique de la psychologie. Et je laisse la spécialiste parler. C'est comme moi pendant l'épisode sur la crimino. Je dominais un peu la conversation. Maintenant, je vais laisser le discours à Alexandra qui va plus nous parler de sa passion et de sa spécialité. Donc, durant cette année, j'ai fait une spécialité donc pratique de l'entretien et psychopathologie de l'adolescent. Donc, je suis diplômée d'un bac littéraire avec une spécialité musique, ce qui est assez rare en France. Et en fait, j'ai toujours eu en tête depuis le lycée, même le collège, de faire justement de la musicothérapie en parallèle de mes études et notamment de la musicothérapie pour les enfants et les adolescents. Donc pourquoi ces études ? C'est notamment parce que je pense que chacun d'entre nous, on écoute tous de la musique à certaines heures de la journée ou en fonction de nos humeurs, qu'on soit déprimé ou qu'on soit joyeux, la musique fait partie intégrante de notre vie. Et il s'avère que la musique en fait a de réels bienfaits et j'ai pu le constater personnellement à des moments où ça n'allait vraiment pas. Et je me suis dit que si pour moi ça pouvait marcher, alors ça pouvait marcher aussi pour d'autres. Donc pour donner une petite définition, la musicothérapie c'est une thérapie à médiation artistique qui est dans le domaine de la psychologie et elle va viser à améliorer en fait la qualité de vie des patients et des personnes en souffrance, que ce soit d'un point de vue physique, psychique ou social, et je le développerai plus tard. Donc en fait, on va principalement avoir des séances qui sont non-verbales, qui vont tourner autour du monde musical avec différents objets, différents instruments. Et l'objectif justement, ça va être d'exprimer nos affects, nos émotions, bref, tout ce qui nous fait souffrance. Mais ça se résume pas qu'à ça, parce qu'on peut aussi travailler des capacités cognitives. Donc ça peut être l'attention, la mémoire, la concentration, et ça peut être aussi des capacités motrices, donc notamment travailler sur la coordination. Quand on est atteint de la maladie de Parkinson, c'est vraiment très très efficace. Donc qu'on se rassure, il n'y a pas de restriction médicale, tout le monde peut faire une séance de musicothérapie. Bien entendu, il y a des personnes qui seront moins réceptives. Selon une étude, il y aurait à peu près 5% de la population mondiale qui ne serait pas du tout réceptive à la musique. Au niveau de l'âge, il n'y a aucune limite parce qu'on peut très bien travailler avec des fœtus, c'est-à-dire quand la mère est enceinte, jusqu'à des personnes très très avancées dans leur âge, voire en soins palliatifs. Et il n'y a pas du tout besoin qu'on soit musicien, hein. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter par rapport à ça. Il y a juste le thérapeute qui est à la base musicien et qui a suivi une formation spécifique. Donc,
Pour poursuivre, je vais expliquer un petit peu quelle forme de musicothérapie on a, parce que quand on a cette séance de musicothérapie, on peut être confronté à 2 cas de figure en fait. Donc déjà, c'est un processus relationnel, c'est-à-dire qu'on est à 3. C'est le patient, le thérapeute et la musique qui vont en fait former les effets thérapeutiques. Et dans un premier temps, je vais vous développer ce que c'est la musicothérapie active. Donc tout d'abord, on va utiliser différents objets. Donc ça peut être des instruments de musique, comme le piano par rapport à moi qui suis pianiste, mais ça peut être aussi des instruments qui demandent pas beaucoup de connaissances, comme par exemple des flûtes à bec, des percussions, des tambours, des petits instruments à cordes comme la guitare, enfin voilà, ça peut être absolument tout, ça peut même être la voix tout simplement, pour vocaliser, pour chanter. Le temps de séance va être à peu près d'une demi-heure à 1 heure, donc ça va dépendre de l'âge de la personne. Si on est confronté à un fœtus ou à un bébé, c'est plutôt un quart d'heure, 20 minutes, parce que voilà, leur attention est beaucoup plus faible qu'une personne adulte. Et ça va dépendre aussi si on est en groupe ou si on est en individuel, parce que la musicothérapie peut se faire aussi à plusieurs. Donc, en ce qui concerne la musicothérapie active, elle va faciliter l'expression de soi. Donc, elle va privilégier des techniques d'intervention comme le chant, l'improvisation instrumentale ou gestuelle, la composition de chansons et l'exécution de mouvements rythmiques au son de la musique. Donc, par exemple, faire des percussions en fait avec son corps. Ça va tout cela nous permet de symboliser certains éléments de notre parcours de vie qui, jusqu'à présent, en fait, sont restés bloqués dans notre tête. Donc ça va être des choses qui, jusqu'à maintenant, nous faisaient souffrance. On n'arrivait pas à mettre du sens sur cela et on va essayer de le faire en musique. Donc finalement, c'est un peu... J'aime bien cette image de projeter en fait finalement un état interne de soi sous une forme sonore en fait qui va, on va dire, exprimer par le biais d'une mélodie, une harmonie, un rythme, ce qu'on a en fait au fond de soi. Ça permet, entre autres, d'améliorer notre bien-être, développer un développement personnel et artistique. Et pour ce qui est de nos pensées, eh bien en fait quand on se concentre sur une musique, ça va nous permettre déjà de mieux les intérioriser, de mieux les organiser, et puis même de comprendre plus facilement nos sentiments qui nous affectent, qui parfois même nous rendent malades, parce que tout simplement une musique va au-delà des mots. C'est quelque chose où on n'a pas besoin de langage en fait pour comprendre quelque chose. Et parfois la mise en mots peut être compliquée pour certaines personnes. On va ressentir un tas d'affects, mais on est incapable de l'exprimer, et la musique en fait, ça va casser finalement ces barrières. Est-ce qu'on... désolé de t'interrompre, mais est-ce qu'on peut dire que ça va... plus que sur un plan symbolisé et élaboré, elle va s'adresser à la représentation de choses plutôt qu'à la représentation de mots? Alors ça dépend en fait. Donc là on parle pour l'instant de la musicothérapie active, où on va faire une production. Donc comme j'ai dit, on peut utiliser du son comme la voix, notre chant. Donc si on écrit par exemple une chanson, qu'on la compose ensemble, là on est plutôt dans la symbolisation, la représentation de mots. Si c'est plutôt instrumental, on est toujours dans la symbolisation, mais ce sera plutôt une représentation de choses à mon avis, parce qu'il n'y a pas de verbalisation en fait. Et ça va parler à quelque chose d'un peu plus archaïque et un peu moins... Tout à fait. Ouais, un peu moins palpable sur un plan conscient. Oui. Je suis tout à fait d'accord sur le plan que c'est archaïque en fait, parce que l'audition c'est un des premiers sens qu'on a, rien qu'en étant dans le ventre de la mère, c'est déjà développé et on entend les bruits extérieurs. Donc pour moi ça fait appel à quelque chose qui est vraiment très archaïque. Ça va même faire parler notre part bébé de soi, pour citer un auteur, Darcy Cohn. Mais oui, c'est pour ça que c'est beaucoup plus puissant pour certaines personnes, bien entendu, qu'une psychothérapie normale, parce que ça va... On va remonter vraiment très 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 loin dans les souvenirs en fait. Ouais, et quand on remonte à ces stades, ce qui est problématique parfois, c'est la désorganisation de ces stades. Est-ce que... C'est ça la question que je me pose par rapport à certains outils. Comment ils s'organisent pour organiser ces éléments archaïques qui sont souvent chaotiques? Alors ça c'est une très bonne question. Il faut savoir que en fait, donc j'en parlerai un peu plus tard pour expliquer le déroulement d'une séance, comment on met en place cette forme de thérapie, mais si tu préfères, on va d'abord choisir des musiques, des styles en fonction justement des goûts de la personne. Et on sait qu'il y a certains goûts musicaux, par exemple le hard rock, le metal, tout ça, ça peut nous mettre dans des états de transe, ou ça peut réveiller des parts plus impulsives de nous-mêmes, plus agressives. Ça, c'est quelque chose qu'on va éviter. Et normalement, on est formé en fait à justement rester dans quelque chose de construit. Le but, c'est pas de déconstruire l'individu, c'est justement de le reconstruire.
Donc c'est assez subtil et souvent c'est très subjectif parce que ça va dépendre en fait du cas par cas comme en clinique. Ouais, c'est un peu comme une psychothérapie normale, mais au lieu d'utiliser les mots, on utilise de la musique. C'est ça. D'ailleurs, généralement, après une séance, que ce soit de la musicothérapie active ou de la musicothérapie réceptive, j'en parlerai juste après, on a toujours en fait un feedback. C'est-à-dire que après la séance, on va dire musicale, ça peut durer à peu près, on va dire une vingtaine de minutes. Ensuite, on va revenir sur, qu'est-ce que ça vous a fait éprouver, monsieur, madame. J'ai vu que vous avez été triste, j'ai vu ceci. On va faire un retour de ce qu'on a pu percevoir du patient et à partir de là, le patient aussi va nous parler de ce qu'il aura vécu, son éprouvé. Et ça peut aussi permettre justement, si on a fait juste de l'instrumental, de passer à une représentation de mots. Ouais. Oui. D'accord, c'est très intéressant. Je m'étais jamais penché sur la musicologie parce que je suis pris par autre chose. Il y a 36 000 domaines à explorer dans la psycho. Mais c'est vrai que maintenant qu'on en parle, c'est quelque chose de très intéressant à mettre en place. La musicothérapie, quand on est dans le feedback, quand on est dans la discussion, si on voit que cette personne a vraiment du mal à exprimer des choses, ça peut être dans des cas vraiment extrêmes de maladie, de traumatisme ou autre, on peut pas discuter avec, on va passer sur un autre médiateur, par exemple le dessin. On va pas se limiter juste à ça, on peut utiliser d'autres éléments comme le dessin, le jeu, et parler en fait de ce qu'il a vécu autour d'une deuxième création. Pour les auditeurs qui sont intéressés par ça, mais il y a Anne Brun, qui est une enseignante de Lyon 2, qui justement travaille sur les médiations artistiques. Et elle a fait d'ailleurs un petit bouquin que je conseille, qui s'appelle Les médiations thérapeutiques. Et on a en fait vraiment beaucoup de personnes, et on a entre autres Edith Lecourt. Et Edith Lecourt en fait a beaucoup travaillé sur la musicothérapie, c'est un peu son saint graal à elle en fait. Mais je pense qu'en fait pour pouvoir aborder ce genre de médium, tout ce qui est niveau artistique, il faut d'abord comprendre les enjeux de tout ce qui est de la représentation de mots pour pouvoir finalement peut-être retomber dans l'archaïque parce que c'est plus complexe. Mais ce n'est pas suffisamment mis en avant et de manière générale, c'est pas du tout mis en avant en France, alors que dans d'autres pays, si on va aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les pays du Nord, la Suède, tout ça, c'est hyper développé et le titre de musicothérapeute est même reconnu dans ces pays si je ne m'abuse, alors qu'en France c'est un métier dans lequel on n'a pas de reconnaissance, donc on n'a pas de protection au niveau du titre. Tout le monde entre guillemets peut devenir musicothérapeute en mettant un petit post-it sur sa porte, quoi. C'est ça qui est très triste. Il y a des formations qui existent, mais c'est comme c'est comme l'hypnose. C'est comme l'hypnose, c'est comme la sophrologie des sons, des choses qui ont des bienfaits, qui ont leur utilité, mais qui ne sont pas encore protégées par l'État. Ouais, mais l'État, il s'en abstient parce qu'il se dit, dès qu'on va protéger ce titre, la suite logique, c'est la couverture sociale là-dessus, et on n'a pas envie de rembourser des séances ils n'ont pas envie de rembourser tout court. Et du coup, ils veulent pas encore plus de choses à rembourser, quoi. Ça, c'est une problématique d'ordre politique. Du coup, on va fermer notre petite parenthèse sur ça. Et vu que j'ai expliqué il y a quelques minutes la musicothérapie active, je vais du coup expliquer la musicothérapie réceptive, qui est une autre forme de musicothérapie qui existe. Et en fait, donc dans le mot réceptif, on a la réception, et dans ce cas de figure, on est plus sur de la production, on est sur de l'écoute de musique, et en fait ça va stimuler de l'énergie créative, et ça va par exemple aider à accroître la concentration ou la mémoire. Ça va aussi faire surgir les émotions qui sont même parfois oubliées. Des personnes sont tellement bloquées au niveau des affects qu'il y a des fois que ce médiateur pour pouvoir les faire ressortir, se sont profondément enfouis. Et c'est même le nerf en fait de la musicothérapie réceptive, c'est travailler sur les émotions. Donc ça va être, on va dire, utilisé dans une démarche qui est un peu plus thérapeutique, parce que ça va être un travail, à mon sens, qui est plus introspectif en fait. On va travailler déjà sur les musiques en lien avec les goûts de l'individu, pour travailler par exemple sur des souvenirs traumatisants ou sur des deuils qui ne sont pas faits, et par l'écoute ça va en fait réveiller des souvenirs, puisque notre cerveau relie en fait la musique
au souvenir. Tout le monde a déjà entendu une musique et ça lui a évoqué, ah tiens, voilà, j'étais en colo ce jour-là, ou c'est là que j'ai rencontré mon premier amour, ou des choses comme ça. On a vraiment une mémoire qui est plurisensorielle. Où il y a des musiques qu'on ne peut plus réécouter parce qu'on a associé une très mauvaise période. C'est ça, tout à fait. Et en fait, ce travail, il est analytique. C'est-à-dire qu'il va être plus passif, car il est suivi d'une discussion plus approfondie que dans le cas d'une musicothérapie active. Et on va là vraiment en fait verbaliser, et on peut l'associer justement, comme on a parlé, avec un travail complémentaire comme le dessin, le théâtre ou le jeu, s'il y en a besoin. Donc oui, j'ai présenté un petit peu finalement les deux formes de musicothérapie qui existent, mais il ne faut pas les voir comme opposées. On peut en fait tout à fait mélanger les deux dans une même séance. Ça va vraiment en fait dépendre du travail du thérapeute, des objectifs en fait qu'on aura fixés avec notre patient, de l'avancement justement du soin, et aussi des capacités personnelles de l'individu, quoi. On va faire aussi en fonction de ce qu'on peut faire avec le patient. C'est un travail collaboratif. Donc on va s'arrêter là pour cette première partie parce que l'épisode il va être très long, et on reprendra sur la partie suivante pour aborder les prochains thèmes. À la prochaine sur Pensez Psycho.